Merci d'être là, je me pose un peu, hein, parce qu'on a entendu plein de choses, il faut que ça descende. Bravo en tout cas. Je voudrais poser une question à l'assistante. Qui ne connaît pas l'analyse de la valeur? Levez la main. Je m'en doutais. Je ne vais pas vous faire un cours, mais j'en ai eu plein. Je vais vous raconter, il se trouve que je connais aussi, hein, j'en fais depuis un moment. Enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Je voudrais vous raconter une histoire qui est en lien avec ce que j'ai compris de qui y aurait dans la salle et de qu'est-ce que je peux vous amener que vous ne savez pas encore. Pour partager un truc que moi j'ai testé et que j'aimerais bien que tout le monde sache, c'est qu'en fait, la valeur, ce qui est intéressant, c'est pas l'analyse de la valeur sur de me faire taper dessus. Hein. Je le sais. C'est le raisonnement qu'il y a derrière. Et que ce raisonnement-là, il est absolument inclus dans l'analyse de la valeur. Il était dans la tête de Larry Milnes quand il l'a inventé. Et tous les acteurs qui le mettent en œuvre avec des outils, avec une méthode structurée systématique. Mais ce truc-là, c'est très difficile à transposer à des éléments, à des situations de décision simples. Complexes, hein. C'est-à-dire toutes les décisions qu'on doit prendre quand on est en charge d'un job dans une boîte. Quand on doit mener un projet, on ne peut pas faire une analyse de la valeur de chacune des décisions qu'on prend. C'est pas possible. Or, quand on a testé l'analyse de la valeur et ses outils sur les sujets, on se rend compte de l'extraordinaire puissance de ce truc-là. Comment on peut faire pour en faire un outil de tous les jours, sur tous les sujets, pour n'importe quel manager, dans n'importe quelle situation. Ça c'est mon truc. Il se trouve que j'ai vécu une situation par hasard. Quand j'ai commencé à bosser chez Apt avant que Rodolphe y aille, parce que ça date d'il y a 20... je ne sais plus combien d'années. J'étais un tout petit débutant, un peu comme Philippe, même avant sa situation d'aujourd'hui. J'apprenais l'analyse de la valeur chez Apt. J'étais débarqué nouveau consultant. Et la directrice de l'école maternelle de mes enfants, à Angers, je tourne à Rodolphe parce qu'il habite Angers aussi. J'habitais Angers à l'époque. Et la directrice de l'école maternelle de mes enfants m'a croisé un jour où je rentrais, je bossais à Paris chez Apt et je vivais à Angers à ce moment-là. Et elle me croise, je viens chercher mes enfants un jour où j'étais là, et elle me dit, tiens, monsieur de MR, j'ai appris que vous faisiez du conseil. Ouais. Ça tombe bien, j'ai besoin d'un consultant, est-ce que vous pouvez m'aider? Je sais pas, de quoi s'agit-il? Et elle dit, écoutez, j'ai un problème dans l'école dont je ne sais comment le traiter. C'est une école confessionnelle catholique, hein, catho, à Angers, qui est une petite école de quartier maternelle où il y a 3 classes, autour d'un très chouette bac à sable avec des platanes et tout. Une petite école de quartier sympa, il se trouve que c'est une école privée, d'accord? Et la directrice me dit, le ministère de l'Éducation nationale et le diocèse, qui est leur deuxième tutelle, nous ont demandé, quoi, nous imposent, de réaliser, outre le projet pédagogique de l'école, ce qu'il y a dans toutes les écoles depuis toujours, un projet éducatif pour l'école. Et donc, la directrice me dit, j'ai un problème, c'est que on m'a demandé de rassembler les parents des petits-enfants qu'on reçoit pour réaliser avec eux, parce que ça fait partie du cahier des charges, on rassemble les parents et on va bâtir avec eux le projet éducatif de notre école. Cool, enfin, bien quoi, vu du côté des parents. Et la directrice, elle a dit, j'ai un problème, c'est que j'ai 2 catégories de parents. J'ai des gens qui ont choisi de mettre leurs enfants dans l'école maternelle privée, confessionnelle, catholique. Et j'ai les gens du quartier qui ont mis leurs enfants parce que c'est pas loin et que c'est cool. Et qui trouvent que l'ambiance est sympa, les profs sont bien, les instituts sont bien. Ils disent, je vais devoir mettre dans la même salle ces 2 catégories de personnes et leur faire construire ensemble
le projet éducatif de notre école. Elle m'a dit, j'espère que vous comprenez le problème. J'espère que vous le comprenez aussi. C'est-à-dire qu'elle était en train de me dire, et elle m'a dit, je ne sais pas comment je vais gérer ces deux populations sans que ça tourne en guerre de religion, quoi, en conflit majeur. Comment je vais pouvoir faire parler ces deux catégories de parents? Ça, c'est un problème de management qui n'a rien à voir avec tous les sujets techniques qu'on a évoqués jusque-là. Et j'ai écouté ça et j'ai dit à la directrice, écoutez, il va falloir que je réfléchisse 2 secondes parce que c'est pas dans ma zone de chalandise. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider. Et puis j'ai réfléchi. Je suis revenu une semaine après et je lui ai dit, bah banco, on va faire un truc. Je vous propose un truc parce qu'en fait, j'ai jamais traité ce genre de sujet. Je vous l'avoue, hein, j'y connais rien en projet éducatif et en problématique de athée contre... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas comment faire. Alors, on va essayer un truc. Je vous propose d'animer une première réunion de travail, la première que vous lancez, et on va poser à cette réunion de travail, on va poser 2 questions. Et on fera que ça à cette première réunion de travail. Et si ça se passe bien, on continue. Et si ça se passe mal, si ça se passe pas bien, je vous rends le bébé parce que je ne saurais pas comment faire. Et elle m'a dit, elle est trop contente que je dise oui. Elle a dit, ah ouais, d'accord, oui. Et donc je me suis retrouvé dans une salle de classe à 4h30 après la fin de l'école, avec des parents, c'est-à-dire des mamans. Hein, il y avait 25 mamans, et il y avait les instits, et les assistantes, etc. Et un monsieur, c'était moi. Donc déjà, pas facile. Et la directrice qui me dit, bah voilà, monsieur Demer va nous animer le travail sur l'élaboration du projet éducatif de l'école. Et je me suis levé, j'ai dit, écoutez, mesdames, alors il y en a que je connaissais, hein, parce que c'est des gens que je connaissais, quoi. Des amis, des parents que je connais, que je crois. Et puis d'autres que je connaissais pas. Et je dis, bah mesdames, voilà, alors j'ai accepté, en fait j'y connais rien en projet éducatif, je suis un parent aussi, donc je viens aussi en tant que participant, je suis partie prenante comme vous. Donc je viens voir si je peux aider à animer un peu cette réunion. Je vous propose qu'on se pose 2 questions pendant la première réunion. La première, c'est un projet éducatif, à quoi ça sert? Et puis mes copines et l'autre m'ont regardé, c'est ce truc, et quoi il vient? Bon, il a l'air de savoir de quoi il cause, donc elles se sont laissées faire, quoi. Et la deuxième question qu'on va se poser, ah mais sans blague, c'est comme ça que ça s'est passé. La deuxième question, c'est comment allons-nous décider, dans les prochaines réunions, d'accepter ou non des choses qu'on va mettre dans le projet éducatif qui seront proposées par vous, quoi, puisqu'on va le bâtir ensemble. Comment on va se mettre d'accord à l'avance sur comment on accepte ou pas une proposition. Et ça, c'est ce qu'on va faire à la première réunion. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y en a pas une qui a dit non, puisque vous me regardez d'un air bizarre, et avec quoi il dit? Elle dit, bon, ben alors, ok, puisque tout le monde est d'accord, à quoi ça sert un projet éducatif? Alors, je pourrais poser la question, il y a quelqu'un qui a une idée ou pas? Hein? À éduquer, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc on a eu des réponses comme ça, évidemment. Et puis on a creusé, et puis on a une qui dit, bah non, attends, l'éducation de mes enfants, c'est moi, t'es gentil, mais... Enfin, n'est-ce pas? Enfin, Ah ouais, t'as raison. Ah ouais, non, c'est faire éduquer par les instits. Ah ouais, c'est pas bête. Ah ouais. Et puis ça a engagé un dialogue. C'est-à-dire que les gens ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, mais au fond, à quoi ça sert en vrai? On a travaillé pendant 20 minutes, quoi. Il y a eu, vous voyez, cette réunion un peu... Hein, et à la fin, finalement, tout le monde a fini par se mettre d'accord que le projet éducatif, c'était un document sur lequel étaient écrites des choses qui étaient les règles que les parents demandent aux instits d'appliquer à leurs enfants en termes éducatifs dans le cadre de l'école. C'est une délégation de la part des parents aux instits des règles à appliquer pour leurs enfants pendant qu'ils sont à l'école. Pas à la maison, hein,
Et que même si une maman ou un papa arrivait, ou quelqu'un d'autre arrivait dans le cadre de l'école, et demandait à un enfant un truc qui ne collerait pas avec ce truc-là, on lui dirait, attendez, chez nous c'est ça, les parents ont dit que c'est ça qui se met en place ici. Et du coup on a, ah ouais, et tout le monde a été d'accord, ouais, sur le à quoi ça sert. Ça sert aux parents, aux instituts, aux enfants, hein, à appliquer à. Deuxième question, comment allons-nous décider par rapport à des propositions qui vont venir des parents? Quelles règles allons-nous utiliser pour dire oui ou non, on retient ça dans le document? Comment on fait, à votre avis, si c'était vos enfants? Mesdames, comment on se met d'accord? On vote? Messieurs, après tout, soyons pas. Mais c'était des David. Comment on décide? On vote? C'est-à-dire, et on vote avec quelles règles? À bulletin secret. Et on décide comment? À la majorité, du coup? Proportionnel qualifié. Il y a eu des propositions. Et puis, on s'est dit, ouais, mais si on est en vote à bulletin secret à la proportionnelle qualifiée, ça veut dire que la majorité est d'accord avec des principes éducatifs et qu'une minorité n'est pas d'accord. Est-ce que ça convient à la minorité? Bah non. Enfin, moi, je ne mets pas mes enfants dans une école avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec les principes éducatifs qui sont appliqués. Qu'est-ce que je fais? Je change d'école, hein. Point. Immédiatement. Pas de question. On a eu cette petite discussion et il est arrivé au bout d'un moment une dame qui a dit, bah, à l'unanimité, évidemment. N'est-ce pas? Bah, c'est une évidence. Sinon, il y a un parent qui n'arrive pas à être d'accord, il dit, bah écoutez, si vous ne changez pas, moi je m'en vais, je vais ailleurs. Point. Ou alors, je suis d'accord et je signe. Eh bah, c'est pas, on va imposer à une minorité. Donc il faut que les règles d'éducation des enfants dans le cadre de l'école, proposées, voire déléguées par les parents, tous les parents soient d'accord. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. C'est devenu une évidence pour tout le monde. Donc on a dit, eh bien, écoutez, et ça a été une décision unanime, qu'on acceptera dans le projet éducatif que des propositions qui font l'unanimité, qui viennent des parents à appliquer à nos enfants demain par tous les gens dans le cadre de l'école. Ok, merci, on a répondu aux deux premières questions. On peut terminer la réunion. La prochaine réunion, on va se revoir. Vous viendrez, mesdames, avec messieurs, si vous voulez, il n'y a pas de problème, parlez-en autour de vous. Les parents viennent nous proposer des principes d'éducation à mettre dans le document. S'ils font l'unanimité, on les prend. S'ils ne font pas l'unanimité, bah, on débat ou bien on les relève. Ouais, ok. Ils sont revenus à la deuxième réunion. On a eu encore un petit peu plus de parents. Il n'y avait pas de papa, mais c'est pas grave. À la deuxième réunion et aux suivantes, vous le croirez ou pas, il n'y a pas une proposition qui n'a pas fait l'unanimité. Pas une. Toutes les propositions faites ont fait l'unanimité. De quelque camp, de quelque culture, de quelque origine que vienne la proposition. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, tout le monde a compris à quoi sert le projet éducatif. Et chacun a compris qu'il ne servait à rien d'aller imposer un truc qu'on pense soi et que les autres ne vont pas partager. Parce que ce n'est pas le lieu. Ce jour-là, j'ai compris que le raisonnement valeur, ça s'appliquait à tout et n'importe quoi, y compris un projet éducatif dans une école maternelle avec une population mixte. Il n'y a pas un outil, pas un, il y a deux questions et un principe. Il se trouve que depuis ce jour-là, qui est mon début chez APT, je me suis rendu compte que quand on utilise ces deux questions et des principes, que des fois il faut 12 outils pour faciliter le à quoi ça sert et faciliter le, eh bien on peut appliquer
ce raisonnement-là pour avoir une solution absolument optimale avec le minimum de moyens sur n'importe quel sujet. C'est ça dont je veux vous parler. Je n'ai pas besoin de beaucoup de slides, je peux vous en montrer plein. Ce que je voulais vous montrer, c'est un d'où je vous parle, enfin ça va, je suis un pro de la valeur depuis 20 ans, comme tout le monde. J'ai quelques dizaines, plus d'une centaine de projets un peu partout dans le monde sur des sujets un petit peu variés. Il y a 3 choses que je voulais partager avec vous. C'est quoi le raisonnement valeur qui est derrière l'analyse de la valeur. Vous n'allez rien apprendre, hein, mais c'est la substance qui permet de mobiliser un raisonnement, même sans outil. Et même, pouf, comme ça, dans une réunion, même sur un projet, n'importe quand, ça marche. Et que ça s'applique à n'importe quel sujet de management. N'importe lequel. Depuis la définition de la stratégie d'une entreprise jusqu'à l'optimisation du boulon de 12 pour le réacteur d'un réacteur nucléaire. Ça marche surtout, n'importe où. Et on pourra, si on a le temps, mais vous montrer ou vous choisirez des sujets parmi une palette de ceux que j'ai traités où je pourrais vous montrer comment, vite fait, hein, en 2 questions et un principe, on peut retourner un sujet pour arriver à une décision, à une solution optimale sur des sujets les plus différents possibles. Je pourrais vous faire tout un petit truc, comme vous savez, je vous le ferai un autre jour. Le raisonnement valeur, pour moi, il se résume à la définition de valeur. On a entendu déjà plusieurs fois, avec des poils de variantes, mais c'est toujours la valeur de quelque chose, elle augmente avec son utilité. Plus c'est utile, plus ça a de la valeur. Pour celui à qui c'est utile, hein. Parce que... Et plus elle coûte, moins elle a de valeur, en particulier pour celui qui paye, qui n'est pas forcément celui à qui c'est utile. Donc on a un truc qui est forcément multipartie. Mais cette définition-là, on la connaît depuis Larry Miles, c'est 70 ans. Et puis ce raisonnement-là, c'est un raisonnement de bon sens paysan, quoi. Un sou, c'est un sou. Et ça va, je ne vais pas mettre un sou s'il ne m'en rapporte pas d'autre. Bah, c'est du bon sens. Ou s'il ne me permet pas d'être mieux qu'avec un sou. C'est juste du bon sens. Il se trouve que dans les boîtes, c'est comme si on avait perdu le bon sens. Et ben, le raisonnement valeur, ça permet de récupérer le sens des choses et de minimiser les dépenses pour faire face au sens. Pour mobiliser le raisonnement valeur, pour mobiliser la substance de la définition de valeur, on va considérer qu'une solution, n'importe quoi, une entreprise, un projet éducatif, un boulon, une fusée, une centrale nucléaire, ce sont des ressources qu'on met en œuvre pour répondre à des besoins. Point. Comment on fait pour améliorer une solution? Pour améliorer la valeur d'une solution? On va répondre mieux aux vrais besoins et pas à ceux qu'on croyait, et on va mettre moins de ressources. Jusque-là, comment on fait pour passer de là à là? Il faut connaître les besoins. Comment on fait? On peut demander aux gens, c'est quoi votre besoin? Le problème, on en parlait tout à l'heure, c'est que les gens, ils ne parlent pas en termes de besoins, pas en termes de solutions. Quand je vais chez le boulanger, c'est un exemple que j'utilise souvent, j'arrive et je dis, monsieur le boulanger, je voudrais un petit pain au chocolat, ou une chocolatine, si on veut. Vous voyez, je demande une solution, quoi. Ça va plus vite. Quand on est acheteur, on achète ce qu'on nous a demandé d'acheter. Ça va. Alors, on achète une solution, évidemment. Je ne vais pas arriver chez le boulanger en lui disant, monsieur le boulanger, alors, je me suis levé, je suis parti un peu vite parce que ma femme, et puis du coup, j'ai une grosse journée, j'ai mon taux de glycémie. Mais vous voulez quoi, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas besoin de connaître votre vie. J'ai besoin de savoir ce que vous voulez pour vous le ventre. Tous les humains attendent des solutions pour répondre aux besoins qu'ils connaissent, avec les solutions qu'ils connaissent déjà. Parce que sinon la vie serait insupportable. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, analyse de la valeur, machin, on a des gens, c'est ouais, avant de te filer ta solution, je veux d'abord connaître tes besoins. Ça va quoi. Alors on le fait quand? Quand il faut qu'on prenne le temps. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut qu'on trouve une solution pas comme d'habitude, parce que celle de d'habitude, elle est trop chère, on ne peut pas se l'offrir,
ou parce que celle de d'habitude, elle ne répond pas à tous mes besoins. Il me faut aussi un café. Mais alors du coup, je demande quoi au boulanger? Bon bah, vous voyez que quand j'ai besoin d'innover, ou quand j'ai besoin de satisfaire des besoins qui ne sont pas remplis, ou quand j'ai besoin de baisser les ressources consommées, à ce moment-là, ça vaut le coup d'aller se poser la question. Quand je risque un conflit entre des parents de la même école, à ce moment-là, je vais recourir au raisonnement valeur. Avant, pas la peine. Il n'y a aucun problème dans cette école, tout le monde s'entendait bien. Comment on fait pour connaître le besoin des gens? Ben, on peut aller leur demander. Le boulanger, il me dit quoi? Monsieur, vous avez besoin de quoi? Ben, il me dit pas au chocolat. C'est pas en demandant le besoin aux gens qu'on connaît leurs besoins. Parce que les gens, ils connaissent pas leurs besoins. C'est super dur de connaître son besoin. Il y a une question qu'on a entendue plusieurs fois, qui est celle qui fonctionne. Ouais, je vais dépasser, enfin, je vais faire autre chose. Très bien, c'est pas grave. Il y a une question qui permet de traiter ça, c'est la question à quoi ça sert. Je ne vais pas aller challenger la personne qui me demande un truc. C'est intéressant. Vous allez faire quoi avec? À quoi ça va vous servir? Votre projet éducatif, il va servir à quoi? Et bien là, tout le monde répond parce que, tiens, il y a quelqu'un qui, au lieu de me filer une solution ou de me dire que c'est la meilleure, il s'intéresse à moi. À moi, ça me sert à moi. Le raisonnement valeur, il démarre là. Et une fois qu'on sait à quoi ça sert, et qu'on veut minimiser les ressources mises dedans, on va se poser une deuxième question. Et pour répondre à ce besoin-là, pour cette personne-là, que suffit-il? Dans mon exemple de l'école, on a posé la première question, à quoi ça sert? On l'a posée à ceux à qui ça sert. Parce qu'il n'y a qu'eux qui savent. Donc, les parents, les instits et normalement les enfants. Là, c'est un cas particulier, on ne va pas inviter les enfants. Parce qu'en fait, ils sont les bénéficiaires du projet éducatif. Normalement, on aurait dû leur demander. Ils ont des représentants, ça tombe bien, c'est les parents, ça va. Que suffit-il par rapport à que tous les parents définissent les principes éducatifs? Eh bien, qu'est-ce qu'on a voulu économiser dans cette solution-là, dans cette élaboration? C'est pas de l'argent, c'est pas du temps, c'est du conflit entre les gens. Donc là, on est sur une problématique où les ressources dans le projet d'élaboration du projet éducatif qu'on veut limiter, c'est les conflits entre les gens. Que suffit-il pour éviter un conflit? Un document validé par tous. Que suffit-il pour éviter un conflit? Que les gens soient d'accord. Hein? C'est quand les gens sont d'accord, il n'y a plus de conflit. Qu'est-ce que j'ai fait quand on a démarré le truc? J'ai posé la question à quoi ça sert. J'ai pas posé la question que suffit-il, parce que suffit-il? Comment allons-nous décider? Si on est d'accord sur la règle de décision avant les propositions, il n'y aura aucun conflit. Zéro. Tout le monde a compris quand on a exprimé à quoi ça sert le projet éducatif, tout le monde, chacun a compris que ça servait à rien d'aller imposer son point de vue. Ça ne marcherait pas. C'était contre-productif, c'était absolument pas logique par rapport à l'objectif, à leur objectif. Donc, chacun a compris qu'il devait faire des propositions qui recevraient l'assentiment de tout le monde. Je sais, je l'ai appris après, par des amis qui participaient au truc, qu'elles s'apprêtaient à proposer des trucs qui n'auraient pas fait l'unanimité avant. Et que quand elles ont vu ce qui s'est passé à la première réunion, elles ont dit « Ah ouais, demander aux enfants de faire le signe de croix avant d'entrer en classe, comme principe éducatif, il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui ne vont pas être d'accord. Je me le garde pour la maison. Ça n'a rien à foutre là. Ça ne fera pas l'unanimité, donc ça va être rejeté. » Donc elles ont choisi des choses qui ont été, il faut être poli avec les instituteurs, il faut être gentil avec le copain, il faut nettoyer les cochonneries qu'on les en la cour, c'est devenu des principes éducatifs, c'est-à-dire que le fond de l'envie
de chacune des mamans, puisqu'il n'y a eu que des mamans, était le même pour toutes les mamans. C'est-à-dire que les principes éducatifs qu'elles ont présentés, tout le monde est d'accord avec. Parce qu'il n'y a aucun conflit. Tous les gens voulaient éduquer leurs enfants exactement de la même manière. Alors une coloration culturelle qui peut varier, mais qui garde pour la maison, qui n'a rien à faire à l'école. Voilà comment on a, dans un projet de management, même pas professionnel, hein, problème de direction de l'école de cette dame-là, elle a réussi, parce que c'est elle qui a repris le truc après, hein, comme ça marche tout seul, je vous laisse faire. Et après quelques semaines, parce que moi je bossais à Paris, j'ai pas pu animer tous les trucs, donc c'est la directrice qui a continué. Un jour, je reviens chercher mes enfants à l'école, et il y a une dame qui était une des Jeanne d'Arc du truc, là. Enfin, excusez-moi, c'était une dame très... boutons les angles hors de France, qui est venue vers moi et me dit « Ah, monsieur le maire, je suis content de vous voir. Est-ce que vous avez vu notre projet notre projet éducatif qu'on a fait pendant que vous n'étiez pas là ?» J'ai dit « C'est cool, c'est gagné. » C'est-à-dire que tout le monde s'est pénétré du truc. Est-ce que j'ai une minute de plus? Une. Pas deux. Je voulais vous montrer un seul truc. Il y a plein de choses à dire. On pourrait appliquer ça à plein de choses. J'ai plein d'idées. Ça s'applique à tout. Il se trouve que ce raisonnement-là, j'ai eu l'immense chance chez Apt et depuis dans un cabinet de conseil international en réduction des coûts d'achat, au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Pologne, où vous voulez, d'appliquer ce raisonnement-là à n'importe quoi, des achats, des usines, des boulons, des n'importe quoi. Ça s'applique à n'importe quoi. On l'appliquait dans une banque, chez Apt. Quand je débutais, il y a 20 ans, on était dans une banque où on a fait 17 chantiers en parallèle d'analyse de la valeur. Dans une banque, on a travaillé sur tout. La chaîne d'expédition des relevés de compte, à l'époque, comment on va faire pour passer volontairement de 39 à 35 heures. On a utilisé l'analyse de la valeur pour que les gens se rendent compte que travailler 4 heures de moins, ça intéresse tout le monde. Et que c'était hyper simple. Et dans cette banque-là, ils ont en quelques mois passé volontairement les 35 heures. À l'époque, ils touchaient des aides quand c'était volontaire. C'était dans une autre école. D'accord ? Ils ont gagné 11% de productivité en quelques mois. C'était hyper simple. Je ne vous fais pas l'article, hein, mais avec le raisonnement, pas avec une méthode qui ressemble à celle qu'on utilise pour optimiser un bout de centrale nucléaire, évidemment. La méthode était adaptée, mais le raisonnement, c'est toujours le même. À quoi ça sert le temps de travail? Pour celui qui bosse et pour celui qui va bénéficier du travail. À quoi ça sert d'avoir un vendeur de produits bancaires professionnels dont les horaires de travail sont calés sur les heures de bureau? Les gars, 2 secondes. À quoi ça sert le... Comment ça se fait qu'on ne met pas le commercial en face de son client au moment où son client est disponible? Si vous voulez empêcher les vendeurs de vendre, alors comment ils font les vendeurs? Ils font des heures sup et ils reçoivent les clients au café. Parce que la banque est fermée. Enfin, voilà. Il y a moyen d'en faire pendant des heures. Allez, non, non.